Après Christophe Barbier, place à Alexis Lacroix. Bonjour Alexis. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre. Vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Alexis, on a écouté dans le journal tout à l'heure un extrait de l'intervention d'Emmanuel Macron hier à Dresde. En Allemagne, le président de la République a alerté sur le danger de la montée des extrêmes en Europe, dans une ambiance que beaucoup ont décrit comme une ambiance de meeting électoral. Un vent mauvais souffle en Europe, a martelé le chef de l'État. Ce discours à la jeunesse visait à la fois la jeunesse allemande sur les défis qui se présentent à l'Europe, mais aussi peut-être la jeunesse française tentée, pour une partie d'entre elles, par le vote Bardella. Mais bien sûr, dites-vous bien qu'aujourd'hui, la mondialisation, et notamment la construction européenne, qui se poursuit qu'à un quart, en dépit de la force tellurique des oppositions dites illibérales, puisque Emmanuel Macron a employé le terme illibéral, qui appartient un petit peu au registre politologique des sciences politiques. En dépit de cela, effectivement, nous avons une communauté de destin européenne. Elle existe. Et donc, quand un président de la République français tient un discours en direct sur toutes les chaînes depuis une ville allemande comme Dresde, hier après-midi, évidemment, il s'adresse aussi ipso facto aux Français, à la jeunesse française, mais aussi à l'ensemble des citoyens français, des électeurs français potentiels. Mais il ne fait pas que de la politique intérieure. Non, il fait, alors là, pour le coup, c'est ce que nous disions hier, on peut le répéter, il a une pleine conscience, en tout cas c'est une de ses marques de fabrique, vous le savez très bien, et j'allais dire c'est un de ses points de sincérité. D'ailleurs c'est ça qui est intéressant chez les hommes politiques, c'est pas leurs mensonges, c'est leurs aveux de sincérité. Un des points de sincérité récurrents et j'allais dire irréfragable d'Emmanuel Macron, c'est cette question européenne. Il est profondément un enfant du rêve européen. C'est d'ailleurs son premier discours de la Sorbonne. Mais bien sûr, c'est d'ailleurs ce qu'il a martelé lors du discours du 25 avril à la Sorbonne dont nous parlions, quand il dit, avec les mots de Paul Valéry, prêtés par son conseiller, nous savons désormais que nous sommes une civilisation qui peut mourir, la civilisation européenne peut mourir. C'est du Paul Valéry dans le texte, mais il le croit profondément. Et puis par ailleurs, hier, regardez la reconnaissance incroyable lors du dîner que certains ont vu à la télévision, où le président allemand Steinmeier le reçoit, Frank-Walter Steinmeier le reçoit. Mais attendez, il ne le reçoit pas comme un chef d'État parmi d'autres, en se disant, tiens, c'est un des 27, on le reçoit, très bien, on fait son devoir, et puis après on tourne la page. Pas du tout. Il le reçoit dans une attente, d'où Emmanuel, d'où bis da, Dankeschön, etc., dans une attente très forte vis-à-vis du président français. Donc je suis pas en train de vous dire que il a fait un sans faute depuis le 2017, en aucun cas. Je suis en train de vous dire simplement que cette question de la communauté de destin, j'allais dire morale européenne, c'est vraiment sa question. Il est à son affaire. Et d'ailleurs, il a parlé du beständige Aufgabe, cette tâche durable, infinie, en laquelle consiste la construction européenne. Je vous en prie. Alexis, dans quelle mesure une poussée du RN aux élections européennes pourrait fragiliser, pourrait affaiblir le couple franco-allemand ? Ah bah écoutez, ils sont menacés l'un et l'autre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quel que soit le côté, la rive du Rhin que l'on regarde, la rive ouest, c'est-à-dire la France, ou la rive est, c'est-à-dire l'Allemagne, il y a effectivement des études d'opinion congruentes, elles ne sont pas tombées du ciel, si vous voulez, elles ne sont pas arbitraires, qui témoignent d'une attraction forte d'une grande partie de l'électorat pour ces deux principaux partis d'opposition. On disait le RN et l'AfD en Allemagne. On disait tribunicienne dans le cas français, vous savez, dans les années 60 et 70, pour qualifier le Parti communiste. On ne va pas reprendre les analyses politologiques qu'on a faites, mais c'est vrai que le RN occupe une grande partie de l'espace politologique jadis dévolu au Parti communiste français, qui était le principal parti ouvrier de France. Mais ça vaut aussi jusqu'à un certain point pour ce parti, alors j'allais dire plus hardcore encore que le RN, qui est l'Alternative für Deutschland, qui est en grande partie un parti populaire, dans lequel se reconnaissent des ouvriers, des employés. Donc effectivement, le challenge, c'est quoi pour le bloc élitaire? Là, je reprends les termes qui sont employés au RN, mais ils décrivent une réalité, puisque nous sommes dans une vie politique largement bipolarisée. Je suis le premier à le déplorer, mais c'est comme ça, on gère du réel. Et ben c'est quoi? C'est effectivement pour ce bloc élitaire, ou le bloc central, on l'appelle comme on veut, c'est de diminuer auprès du peuple au sens large la force d'attraction de la protestation tribunicienne et xénophobe. C'est ça l'enjeu. Donc, vous avez raison, de ce point de vue-là, ce discours, entre guillemets, aux résonances internationales de Dresde est aussi un discours qui a vocation, par-delà l'épreuve de haie, si j'ose dire, du 9 juin, de dessiner une perspective d'avenir mobilisatrice pour les Européens, pas seulement pour les Français et les Allemands, pour les Européens, avec un certain nombre d'items que le président de la République, d'ailleurs, hier à Dresde, a énumérés les uns après les autres. On peut les évoquer. Notamment sur l'énergie, mais je voudrais qu'on parle, il nous reste, Alexis, moins de 3 minutes. On va y arriver. Pour évoquer le débat, la question du débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Voilà, donc justement, lui, ce qui l'intéressait, on va faire la synthèse, en direct,
c'était bien sûr d'avoir un débat ne portant pas simplement sur son bilan, mais portant aussi sur l'avenir. Et pourquoi pas même avant le 9 juin? Mais bien sûr, ils l'ont proposé. Bon, les services de l'Élysée, pas lui, mais les services de l'Élysée l'ont proposé au Rassemblement National à Marine Le Pen. Mais justement, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait parler de tout ce dont il a parlé à Dresde, c'est-à-dire la nouvelle architecture de sécurité, pour que l'Europe puisse se défendre toute seule sans les États-Unis. Il l'a dit hier à Dresde, hein, c'est ça le travail. Là, pour le coup, c'est sincère aussi. Il voulait parler de la décarbonation de l'économie. En quoi cette décarbonisation de l'économie serait, contrairement à ce que disent d'autres personnes, compatible avec la concurrence économique, le caractère concurrentiel des entreprises européennes vis-à-vis du reste du monde. Tout en permettant de réduire la dépendance à la Russie. Voilà, c'est pour ça. Mais exactement, c'est pour ça qu'il a dit, vous savez, on me prête le en même temps. Et donc, effectivement, je l'assume, je suis pour la décarbonation, mais je suis aussi pour une économie compétitive à l'échelle de l'Europe. Il voulait parler de la recherche et du développement, de l'intelligence artificielle, sans doute, qui est un peu son dada aussi. Et il voulait, évidemment, plus largement dessiner une perspective d'avenir sur l'Europe en disant à Madame Le Pen, mais non, vous êtes toujours tributaire, même si vous ne le dites plus, de ce qu'on appelle, chez Renaissance, un Frexit caché, pour qualifier les positions réelles, selon eux, du Rassemblement National. Mais justement, patatras, ça n'aura pas lieu, parce que Marine Le Pen met la barre très haut. Elle a senti le désir du président de la République, non pas pour elle, mais pour le débat avec elle. Bon, elle exige qu'en cas de victoire du RN aux européennes, le président ou à minima le gouvernement de Gabriel Attal démissionne. Bon, écoutez, c'est opération suicide. Donc elle exige, enfin, en quelque sorte, de Macron une sorte de harakiri politique dans l'hypothèse où elle aurait 32 ou 33%. C'est une erreur tactique de Marine Le Pen? Je ne sais pas, j'irai pas jusque-là. Non, c'est-à-dire qu'il s'affirme dans une force électorale. Parce qu'elle montre qu'elle ne veut pas débattre avec de telles conditions. Oui, mais en même temps, vous avez raison. C'est-à-dire qu'au fait, l'implicite, c'est que c'est pas son intérêt. Vous voyez, quand on est leader, on n'a jamais intérêt à la castagne parce que on peut on peut casser des pots et perdre 2% à l'arrivée. Mais elle voit aussi que menant le jeu, entre guillemets, d'un strict point de vue électoral et sondagier, oui. Elle a une force de pression, en quelque sorte indirecte, sur un président de la République qui a peut-être, de ce point de vue-là, fait l'erreur d'aller, j'allais dire, à découvert, en quelque sorte, proposer ce débat qui est beaucoup moins simple dans sa réalisation que celui qui, par ailleurs, pose déjà un problème démocratique entre le Premier ministre et Jordan Bardella. Pourquoi problème démocratique? Avec tous les autres têtes. Non, mais on peut terminer là-dessus. Oui. C'est qu'effectivement, la France, même si c'est le match que beaucoup d'oligarques de la presse veulent mettre en scène, ne se réduit pas au débat de Jordan Bardella et de Gabriel Attal. Il y a d'autres partis, il y a le PS, il y a les LR, il y a Reconquête. Tous ces gens-là passent à la trappe dans ce genre de débat. C'est un vrai problème démocratique. Ça pourrait d'ailleurs leur revenir en boomerang lors des élections du 9 juin. Ce qui n'était pas le cas hier soir sur BFM TV. Merci beaucoup Alexis Lacroix d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive et qu'on peut réécouter cet entretien à la fois sur radioj.fr en audio et en vidéo sur notre chaîne YouTube. Bon après-midi. Merci à vous. Vous aussi. À vendredi.